Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez Place aux experts, une émission sur la Carbao TV. Vous connaissez maintenant très bien le fonctionnement de cette émission. Nous prenons un sujet d'actualité qui va intéresser le monde de l'entreprise en général et nous convions 4 experts sur le sujet que nous allons aborder, qui sont des professionnels aguerris, mais aussi des membres Carbao. Je vais commencer les présentations avec Céline Louisabeth, membre du club de Carbao Lyon depuis 6 ans déjà. Céline est une spécialiste du référencement naturel. C'est grâce à son travail que votre site internet se retrouvera et restera dans les premières pages des moteurs de recherche. Parce qu'un joli site mal référencé ne vous servira à rien, pensez à Louise Référencement. Elle nous expliquera tout à l'heure ce qui est important d'avoir en tête lorsqu'on cherche à obtenir des clients grâce à Internet. Charline Vierne, vice-présidente de Carbao Grenoble. Elle dirige une agence de communication et de création, Réflexe de Com. Pour elle, la communication est un investissement, peu importe la taille des entreprises, et justement, elle est capable de faire du sur-mesure avec ses clients, en allant découvrir ce qu'ils sont et ce qu'ils ont dans les tripes. Pourtant, dès le début de son entreprise, elle a été confrontée à des situations complexes où ses clients n'avaient pas la main sur leur support, et on en parlera un peu plus tard. Franck Pertegas, l'homme de la situation, le seul des invités autour de la table, membre Carbao Vienne Lyon Sud, gérant de l'entreprise Ludique Création, qui est aussi une agence de com. Franck, je crois que ta grosse plus-value et que tu es un as du développement. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui en tout cas. Merci. Enfin, Claire-Hélène Berny, membre du club de Lyon Centre, depuis déjà pas mal de temps aussi, qui n'est pas gérante d'une agence de com, mais avocate, et inscrite au barreau de Lyon. Elle intervient en droit du travail et droit commercial principalement pour les entreprises. Elle aide ses clients à sécuriser leur activité au niveau juridique, par exemple, en les assistant pour la rédaction et mise en place de leurs contrats commerciaux. En cas de besoin, elle les défend devant les juridictions, surtout le tribunal de commerce et le conseil des prud'hommes. Avoir une spécialiste du droit parmi nous était essentiel pour aborder la thématique du jour. J'ai pas dit de bêtises? Non? Tout va bien. Très bien. Eh bien justement, abordons cette thématique. Les métiers de la com sont très importants dans la vie de nos entreprises qui ont toutes des besoins de communication pour se développer et se faire connaître. Je rencontre parfois des chefs d'entreprise qui me disent ne plus vouloir faire appel à ces boîtes de com car ils ne connaissent pas vraiment les métiers et ont parfois croisé des gens peu scrupuleux, ayant des fonctionnements douteux et y avoir laissé des plumes à défaut de devoir trouver de nouveaux clients. Nous allons donc essayer avec nos experts Carbao de vous éclairer sur ces métiers de la communication et surtout sur les bonnes pratiques et les écueils à éviter quand ces vendeurs de contrats vous démarchent. La première solution vient peut-être de là d'ailleurs. N'attendez pas d'être sollicité, prenez vos devants et restez maître de vos choix. Justement Franck, la com, c'est un terme très général. Quels sont les métiers qui en font partie et qui peuvent intervenir et surtout à quel moment de la réflexion et de la démarche de prise de contact? En gros, c'est vrai que la communication, c'est large, ça veut tout dire et rien dire. Parce qu'il y a une multitude de spécialités, en fait, et c'est vrai que au départ, c'est très compliqué d'être spécialisé dans tout, en fait. Mmh. Donc, dans la communication, on a, par exemple, les réseaux sociaux. Donc, on va dire que c'est ce qui nous vient à l'esprit de base très souvent, c'est gérer les plateformes des réseaux sociaux, donc que ça soit LinkedIn, Facebook, Twitter, et tout va dépendre, en fait, du client. Pour cette partie-là, parce que les réseaux sociaux, par exemple, sont pas adaptés non plus à tous les clients et tous les corps de métier. Ensuite, on a dans la communication, il y a le référencement. Donc le référencement, pareil, il y a plusieurs types de référencement. Il y a le référencement naturel, dit naturel, pour grimper dans les moteurs de recherche naturellement, et le référencement payant, on va dire, c'est les deux grosses branches principales. Payant, donc où on paye Google ou d'autres plateformes de moteurs de recherche pour grimper, pour être dans les premiers. Mais par contre, on paye au clic. Ensuite, en communication, on a tout ce qui est vidéo aussi. On peut avoir en communication aussi, on a la communication papier, on va dire aussi. Ouais, tout ce qui est flyer, print. voilà, ouais. Le print. Donc c'est pour ça que je dis que c'est très large en termes de communication. Donc il y a la rédaction de contenu, améliorer donc les sites internet, c'est pareil. C'est-à-dire que pour grimper sur les moteurs de recherche, pour référencement naturel, tout ça, donc c'est pareil, c'est améliorer le contenu, la structure du site. Donc c'est très large. Oui, on a aussi le graphisme.
Oui, voilà, ça fait partie de la avec... communication, tout à fait. Il y a la partie graphique, ça c'est quelque chose. Avec aussi l'intuitivité, comment on appelle l'expérience utilisateur. Voilà, l'expérience, c'est ça. Avec mon terme. Et donc voilà, donc c'est vraiment un aspect vraiment large et très souvent les clients ont besoin de communication, ils viennent nous voir en disant on veut de la communication pour vendre plus, mais ils n'ont aucune notion de ce qu'est la communication et de leurs besoins. Donc il y a un aspect stratégique aussi, savoir les orienter. Selon le budget aussi, on va partir sur un chemin ou sur un autre, ou alors on va essayer de poser des billes un peu partout. Voilà, ça dépend du client, du produit à vendre, etc. Et de ses besoins aussi, ses besoins, parce qu'après il y a toute une politique, j'imagine, de communication sur les réseaux sociaux. Peut-être que la base de la communication, c'est peut-être d'avoir quelque chose à communiquer, peut-être un site internet ou des choses comme ça, pour après appliquer une stratégie de com sur les réseaux sociaux. C'est exactement ça. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais ça me paraissait pareil. Voilà, c'est tellement on est dedans, on oublie. Mais voilà, le site web, c'est un des supports, on va dire pas principal, mais là c'est mon cœur de métier. Et pour la communication, donc il y a le site web et après pour le référencement, etc. Forcément, il y a des choses qui viennent s'appuyer là-dessus. Voilà, c'est le support et après tout le reste. La communication, c'est ce qui vient autour, ce qui vient se greffer autour. D'accord. Vous avez un vrai rôle de conseil alors avec les clients. C'est vraiment qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on fait. C'est primordial en fait. Voilà, c'est primordial. En fonction de ce qu'ils souhaitent vendre aussi, de leur activité. C'est ça, c'est exactement ça. C'est primordial, c'est-à-dire il y a une stratégie vraiment à mettre en place en amont avant de commencer quoi que ce soit. Donc forcément, il y a des forfaits de communication, mais dans ces forfaits, en fait, il y a d'abord la stratégie, le conseil. Et après, on opte pour des solutions différentes. Et du coup, pour revenir un petit peu sur le thème, mais il y a plusieurs intervenants, plusieurs professions qui arrivent une fois que la réflexion globale commence à se faire. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a aussi, on vient souvent nous voir pour des supports, avant même de se dire qu'est-ce que j'attends de la communication. Et souvent, on pense que la communication va aider au commercial. Alors que la communication n'a pas forcément pour objectif de vendre. Elle peut faire d'autres choses. Oui, elle peut structurer son entreprise notamment. Aussi. Parce que ça fait comment on dit ça, un audit un petit peu de sa boîte, parce qu'il va falloir un peu se déshabiller devant ces professionnels de la communication pour... Voilà, mais dans le bon sens du terme. Et tout de suite, on attend de... Non, bon, d'accord. En tout cas, on transmet beaucoup de choses quand on vient communiquer. D'accord. Et ben justement, on parle un peu de vider ses poches, mais il y a des gens qui ont vraiment envie de nous les vider. Exactement. Et il me semble que tu as eu des petits exemples de ce que des professionnels ont pu avoir comme désagrément quand ils se font solliciter par... En fait, au sein de l'agence, on a, dès le début de notre activité, on a été confronté à des gens, des entreprises déçues, voire souvent mal en point, parce qu'elles ont eu des budgets de com astronomiques qui correspondaient pas du tout à leur taille de structure. Et l'exemple qui me vient le plus souvent quand on me pose ces questions-là, c'est le client qui n'est pas propriétaire de son contrat d'hébergement et de son nom de domaine, enfin de son contrat de nom de domaine, et qui du coup, du jour au lendemain, n'a plus la main sur son site. Et celui que je vois souvent aussi quand on accompagne les étudiants, les futurs communicants, c'est les agences qui demandent à ces étudiants, qui ont parfois pas la possibilité de dire non, parce que c'est dur en tant que jeune de s'opposer à ce que son patron va lui demander, c'est par exemple d'aller rédiger des faux avis. Et il y a des agences de communication qui passent l'intégralité du stage de ces étudiants à leur dire allez donner des avis, bons ou mauvais, dans les deux sens. Et là, on a un double problème, c'est que déjà au niveau des entreprises, ils sont pas propriétaires de leur communication et ça donne une fiabilité qui est plus ou moins douteuse. Mais surtout, on transmet à la future génération de communicants une façon de faire qui est juste inadmissible. Et on leur permet pas de refuser parce que quand on est stagiaire, on n'a qu'un seul droit, c'est de la boucler et de faire. Et même s'ils ont le droit, c'est extrêmement dur en tant que jeune d'aller s'assumer devant son patron sur les premiers emplois pour certains. Et c'est pas très éthique. C'est pas très éthique. D'accord, mais on reviendra parce que je crois que tu as un projet. Mais on y reviendra dans l'émission. Céline, quand on réfléchit à ses besoins de marketing digital, toi tu interviens quand même assez rapidement. Quels sont les mots utilisés en termes de référencement? Il y a plusieurs techniques de référencement.
Franck nous a fait une petite intro tout à l'heure dessus. Tu peux nous en parler Oui, volontiers. Le SEO. Le SEO, le SEA, tout un tas de termes qui peuvent paraître un peu barbares. Alors, Franck a déjà donné pas mal d'éléments en expliquant effectivement qu'il y a plusieurs techniques pour se rendre visible sur Internet. Le référencement naturel et le référencement payant sont deux aspects. Donc, SEO pour référencement naturel ou Google Ads également pour ceux qui connaissent, pour le référencement payant. On peut aussi utiliser les réseaux sociaux, on peut faire de la vidéo. Voilà, c'est tout ce que tu as décrit un peu plus tôt. J'ai envie de dire que lorsqu'une entreprise est en réflexion sur sa stratégie digitale, il y a quelques questions à se poser pour s'orienter vers la bonne technique. Et donc, par exemple, se demander, déjà savoir est-ce que mon produit est connu ou pas, ça va nous orienter sur différentes stratégies. Lorsqu'on a un produit qui est connu, ça veut dire qu'il y a des gens qui potentiellement le cherchent. Donc, les stratégies comme le référencement naturel vont être très adaptées parce que des personnes vont être naturellement à la recherche de ce produit sur Google ou d'autres moteurs de recherche. Lorsqu'on a un produit qui n'est pas connu, là, on doit aller dans une démarche où on pousse le produit face à un public qui est potentiellement intéressé. Et dans ce cas-là, les réseaux sociaux vont, par exemple, pouvoir beaucoup nous aider. La vidéo, dans une certaine mesure, mais on va solliciter d'autres techniques marketing. Donc, lorsqu'on décide de se mettre en avant son entreprise, ses produits, il y a tout un tas de questions qu'il faut se poser avant de partir bille en tête sur une technique pour se dire, bon, prenons un peu de recul et regardons déjà ce sur quoi j'ai à communiquer et qu'est-ce qui est le plus adapté pour communiquer dessus. Et c'est là qu'il va être important d'avoir un bon professionnel de la communication pour vous renseigner parce que parfois, on peut vouloir aller sur une technique, mais qui finalement n'est pas adaptée à son marché. On peut réfléchir aussi à d'autres choses comme la temporalité. Selon les méthodes, on va être sur des mises en place qui vont être plus ou moins longues. Le référencement payant via Google Ads est très rapide à mettre en place, mais sur du long terme, c'est probablement l'un des plus coûteux, puisqu'il faut payer tant qu'on veut des résultats. Il faut payer et continuer de payer, parce que voilà, une fois qu'on a mis le pied dedans, c'est difficile de s'en retirer. Parce que... Ben oui, sinon ça veut dire qu'on ferme le robinet, en fait. Et c'est pas là où il y a des petits abus, des entreprises qui cliquent sur les annonces. Bah si, les annonces du concurrent pour faire. Parce que c'est le clic qui est payant. C'est le clic qui est payant. Oui. Voilà, qu'il soit qualitatif ou pas. Après, on va dire, si on parle de Google Ads, c'était Google Ads, traduction s'il vous plaît. Ah, c'est de l'AdWords. En fait, c'est du coup par clic sur le moteur de recherche Google. En fait. D'accord. On va dire qu'il a travaillé là-dessus parce que à l'époque, ça se faisait beaucoup. Ça cliquait sur le concurrent et pour le faire payer un max. Et en fait, le démotiver. Mais du coup, c'est négatif pour Google parce qu'au final, ça clique, mais il n'y a pas de vente. Ouais. Donc, ils ont travaillé là-dessus. Et au final, je pense qu'il y a un système lié à l'adresse IP, etc. C'est-à-dire qu'on peut cliquer 10 fois dans la journée. Il y a peut-être une fois qui va être prise en compte. Voilà, ça coûtera un peu moins cher que ce que ça pouvait coûter. Ouais, que ça pouvait coûter à la base. Voilà, faut vraiment, je pense, si on veut faire payer le concurrent, faut être motivé, travailler avec des serveurs, etc., qui sont à droite, à gauche. Faut mettre une vraie infrastructure en place. Il faut débourser faut débourser le client, donc, le concurrent. Mais donc il y a pas d'intérêt. Enfin après c'est des méthodes. Là encore, des méthodes très peu éthiques, en fait. C'est ça. Bon. Après, mais ça se faisait beaucoup à l'époque. L'exemple Google AdWords, il y a quand même un historique qui est la régie publicitaire où on achetait de l'espace, qui revient même, on achète un espace numérique. Il y a quand même aujourd'hui des lois sur ça, parce qu'on ne peut pas acheter à la place de son client, il y a la loi Sapin, il y a des choses comme ça. Voilà, là je déborde un petit peu, mais ça fait partie de nos métiers de communicants qui est peut-être aujourd'hui le plus couvert par la loi, par rapport à plutôt d'autres pratiques liées au conseil. Et c'est là où on doit être transparent aussi avec les clients, qui se rendent compte que quand ils achètent une prestation de Google AdWords, il y a le conseil, mais il y a aussi ce qu'on verse directement à Google. Voilà, le et on est obligé normalement de bien séparer les choses. D'accord. Ok. On parlait de loi. Claire-Hélène, quand on commence à communiquer, est-ce qu'en tant que client, il faut qu'on soit vigilant? Est-ce que juridiquement, on peut sécuriser son opération? Oui, tout à fait. Il y a des vrais, pour moi, il y a des vrais réflexes à avoir. Et notamment, c'est ce que disait Charline tout à l'heure, quand certains clients arrivent en ayant des mauvaises expériences au niveau notamment de sites Internet.
Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une entreprise va commander un site Internet auprès d'un prestataire externe, le site Internet, à la fin, il appartient à celui qui a créé le site. Ça, c'est la règle de base. Pas au client qui va payer Non. la prestation. Non. En revanche, il est nécessaire, justement, en amont, d'en parler au prestataire et de prévoir dans le contrat global qui va encadrer la prestation, la cession de ce qu'on appelle les droits d'exploitation. Ça, il faut que ce soit prévu. À partir du moment où la cession se fait, alors elle peut être gratuite, elle peut être onéreuse, peu importe, mais elle doit être prévue dans le contrat. Et dès lors qu'elle est prévue, ça veut dire que le client a la main sur l'exploitation de son site Internet. Donc, c'est vraiment ce réflexe à avoir. Si je passe par un prestataire et la question, c'est comment ça marche la cession et je veux qu'elle soit formalisée et intégrée dans le contrat. Et il y a une autre question aussi que parfois les gens vont oublier, c'est que lorsque le prestataire va recourir à un sous-traitant, ça arrive parfois, notamment en termes de graphisme ou en termes de photographie, il faut bien penser à ce que le sous-traitant cède également les droits dans le contrat cadre. Parce que parfois, on va faire céder les droits d'exploitation sur le site et puis pas sur le sous-traitant et on va se retrouver avec une difficulté sur le contenu du site. Donc ça, c'est vraiment les points juridiques à aborder avec votre prestataire. Je veux que les droits d'exploitation me soient cédés, les vôtres et ceux de vos sous-traitants si vous en avez. Ça, c'est un vrai point à aborder et à discuter en amont, pas après. Donc, ce qui veut dire que si l'entreprise travaille déjà avec un conseil juridique, un avocat, avant de formaliser le devis ou le contrat, on peut faire voir par son conseil juridique. Il y a souvent un contrat ou des conditions générales de vente qui vont encadrer la relation entre l'entreprise et son prestataire. Et là, à ce moment-là, c'est souvent des contrats de type qui vont être transmis directement par le prestataire. Et à ce moment-là, il faut, avant de signer, le relire attentivement, toutes les clauses, et puis éventuellement le transmettre à son conseil habituel pour qu'il puisse dire attention, là, la cession des droits d'exploitation n'est pas prévue, ou elle est partielle, ou elle est très limitée dans le temps. Donc, négociez ce point-là avec votre prestataire. Et ça, après, c'est de la négociation au gré à gré. D'accord. Et puis, il y a un dernier point, parce que tu en as parlé également, Charline, c'est lorsque l'agence de communication s'occupe de gérer les noms de domaine ou l'hébergement, il faut bien s'assurer qu'il le fasse pour le compte et au nom du client, et pas à son nom directement. Parce que si l'entreprise de communication dépose un nom de domaine en son nom directement, le nom de domaine appartient à l'entreprise de communication et pas à l'entreprise cliente. Donc ça, c'est aussi des points à aborder. Il ne faut pas passer à côté dans le cadre de cette prestation contractuelle. Voilà. Et en plus, alors il y a l'aspect juridique, mais il y a aussi un aspect pratique au niveau de l'organisation de ces projets de communication. C'est que quand on est en plus amené à changer de prestataire, ça devient un vrai casse-tête lorsqu'on n'a pas les droits sur son nom de domaine, son hébergement, son site Internet. Et malheureusement, pour certaines entreprises, on se retrouve à devoir repartir de zéro, quasiment, parce qu'on n'a pas gardé les droits et on n'a plus rien qui nous appartient. C'est souvent au moment du changement de prestataire que la difficulté va se poser. Pas que, mais c'est souvent à ce soit à la fin du contrat, soit quand on veut changer de site Internet, on veut refaire une refonte. Le problème, il est là, quoi. On veut changer de prestataire ou repartir avec l'ancien, mais sauf que soit l'entreprise ne veut pas reprendre. C'est toute une problématique. Et ça, c'est vrai qu'on rencontre. Et souvent, on est amené à tomber sur des clients, justement, qui ont une mauvaise expérience. Et du coup, nous, derrière, on essaye de redorer un peu l'image, mais elle est déjà bien abîmée par on va dire, l'expérience précédente. J'ai trouvé un chiffre, nous, au sein de l'agence, sur les 130 sites qu'on a fait à peu près en 8 ans. Il y en a à peu près la moitié où il y avait déjà un site, donc ça nécessite de récupérer le nom de domaine, récupérer l'ancien hébergement, etc. Et on a eu 20% de cette moitié où ça a été compliqué. Et tu disais casse-tête, je dirais même calvaire, avec des sites qui parfois peuvent mettre jusqu'à 6 mois avant d'être mis en ligne, alors qu'ils sont prêts, parce que soit le prestataire a disparu, à la limite, on recommence, mais on a des structures, des confrères et consoeurs, pour le coup, ça me fait mal de le dire, mais qui font de la rétention de sites, d'hébergement. Ce qu'il faut bien se dire qu'un nom de domaine, ça se loue, peu importe qui on le loue. Et il ne faut pas oublier que le nom de domaine, c'est lié au mail. Et on va encore plus loin dans la problématique, c'est que du coup, si l'agence, l'ancienne, elle garde le nom de domaine, elle garde l'hébergement, elle a la main sur les mails. Et c'est pas le client qui pourrait
payer la location du nom de domaine. C'est l'idéal. Il faut le faire en direct, en C'est fait. ce qu'il Ouais. faudrait faire. Oui. D'accord. Nous, c'est ce qu'on fait. La totalité Donc ça, des c'est- sites qu'on Le fait, premier conseil, c'est peut-être celui-là d'ailleurs, qu'on Oui. peut donner à nos. c'est Ouais, d'être c'est propriétaire de ses Ouais. contrats, en fait. Parce Ouais. qu'on peut pas dire propriétaire de son nom de domaine. Nous, c'est souvent un raccourci qu'on fait. On demande si vous êtes propriétaire de votre nom de domaine, mais en fait, on est propriétaire du contrat qu'on loue chez peu importe le prestataire. Et c'est la base. Parce que moi, je le dis à mes clients, et je touche du bois en le disant, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Même un accident de vie, l'agence peut fermer. Et c'est pas forcément une mauvaise volonté. Mais l'entreprise, elle doit pas avoir à recommencer à zéro à chaque fois qu'elle veut changer de prestataire. Souvent, tu disais, on peut peut-être amener à vouloir juste changer de fibre, parce que des fois, la communication, c'est quand Oui. même un titu personae. Et on a envie de changer, de voir autre chose, et on est coincé. Et c'est pas normal d'avoir à recommencer sa communication. C'est comme si on recommençait tous ses bilans avec son expert comptable, par exemple. Surtout que les démarches de dépôt de nom de domaine sont relativement simples, en fait. Oui, Pas surtout des le choses transfert. Très compliqué à faire en direct. C'est l'argument qu'on a souvent. Souvent, on nous dit c'est compliqué de récupérer un nom de domaine. Enfin, l'ancien prestataire va dire c'est compliqué de récupérer un nom de domaine. C'est compliqué de transférer les mails. Si les structures s'organisent, il n'y a rien de compliqué. Oui. Ce qui est compliqué, c'est la mauvaise foi à un moment. Et même, je vois aussi pour des services comme Google Analytics ou dont j'ai un usage assez important. Là aussi, casse-tête, calvaire, Oui, parfois, bah oui. pour pouvoir récupérer l'historique. Parce que là, pour le coup, la particularité avec cet outil Google Analytics, c'est lorsqu'on décide d'en recréer un, on perd absolument tout l'historique. Donc, on ne sait pas quel était le trafic sur le site, quel était le comportement des utilisateurs sur le site. On perd énormément de données et c'est vrai que c'est très dommage. Et malheureusement, ce que je vois, c'est que certains confrères, effectivement, vont avoir la propriété, en fait, de Analytics pour un client et ne vont pas passer le compte une fois qu'ils ont fini le contrat. Donc, on se retrouve à devoir recréer et repartir dans une période d'acquisition de données qui est au détriment du client, en fin de compte. Et là, on parle beaucoup du numérique, mais c'est pareil sur tous les plans de la communication, et notamment la communication imprimable. La création graphique et les fichiers sources, c'est un vrai sujet chez les communicants. Est-ce que le communicant livre ses fichiers sources ? Là, nous, on a eu un cas il n'y a pas longtemps où l'ancienne agence a refacturé le fait de livrer les fichiers sources parce que le client a changé d'agence. Donc, quand on est une grosse structure et qu'on peut l'absorber en coût, ça va. Mais nous, on travaille beaucoup avec des TPE, c'est pas possible. C'est pas possible d'infliger, de repayer, de recommencer à zéro. Oui, parce que je rappelle qu'effectivement, le fichier source, c'est comme le site internet, il appartient également à son créateur. Ouais. Donc, si l'agence de Producteur. communication crée son fichier source, elle lui appartient. Donc, si les droits du fichier source ou si la cession du fichier source n'est pas prévue en amont, on a une vraie problématique. Donc, ce qui veut dire que quand on démarche un professionnel de la communication, s'il nous établit un devis, le devis, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Non. Les conditions sont tout aussi importantes. Oui, les conditions du fonctionnement du contrat, effectivement, et les cessions de droits sont importantes. C'est une vraie question. Qu'est-ce que je possède, en fait ? Qu'est-ce que j'achète ? Est-ce que j'achète juste la prestation ou est-ce que j'achète aussi des droits d'exploitation, le droit d'exploiter le fichier source ou pas, peu importe. Il faut le savoir en amont, en fait. Le droit d'exploiter mon site librement et puis effectivement tout ce qui est nom de domaine, tout ce qui est nom hébergement. Donc ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'il y a dans mon devis ? Qu'est-ce que j'achète ? Qu'est-ce que je paye ? Et si c'est pas dedans, combien ça coûte pour le faire rajouter justement par l'agence de communication. Mais le sujet doit être sur la table toujours, en tout état de cause. Et ça le remet pas en cause. Au contraire, moi je suis vraiment pour les droits d'exploitation, les droits d'auteur, le droit à l'image, tout ça c'est un vrai sujet qui protège beaucoup d'intervenants et c'est très bien. Mais l'entrepreneur qui veut communiquer, il peut pas tout savoir. C'est nous communicants qui sommes responsables aussi de lui dire attention, il y a ça qui vient sur le sujet. Si on veut mettre un droit d'exploitation, chacun voit ses pratiques, mais par contre il faut que ce soit clair, transparent et que le client il ait conscience aussi de là où il va. Souvent, ce que j'entends, et je pense que c'est pareil pour vous, c'est « je savais pas ». J'en avais pas conscience. C'est quand on achète un ordinateur et qu'il est chez soi, on se dit que il est à soi, c'est fini. Et en fait, ils sont dans cette même démarche de se dire « j'ai acheté des plaquettes et le fichier, en tout cas, il est à moi ». Pas tant que ça. Pas vraiment. Pas forcément. Alors, je voulais juste attirer l'attention sur un point, c'est que si l'entreprise utilise ses ressources internes, c'est-à-dire ses salariés en fait,
pour soit établir son site, soit préparer des communications, une communication papier. Là aussi, le fait que ce soit fait par un salarié, ça signifie pas nécessairement que les droits appartiennent à l'entreprise. Toujours pareil, c'est le salarié reste le créateur et possède en fait son droit sur sa propre création. Donc s'il a fait un site pour son entreprise, il en reste quand même propriétaire. Donc là aussi, il y a des clauses à prévoir Dans le contrat de travail. dans le contrat de travail ou dans un avenant pour que l'entreprise puisse ensuite récupérer le droit d'exploitation lorsque le salarié s'en va, s'il n'est plus là, s'il part ailleurs, pour pouvoir travailler directement dessus ou faire travailler par quelqu'un d'autre. Donc ça, les entreprises, elles n'ont pas forcément l'idée, comme c'est leur salarié, elles pensent que ça leur appartient, mais c'est pas le cas. Faut le savoir. Merci de cette intervention. On est au bout de l'émission. C'était hyper intéressant, c'était très fourni. Ce que je vous propose, mesdames et messieurs, on va continuer la discussion. Là, on va couper l'émission. On va faire un petit bonus. Comme ça, vous pourrez revenir dans quelques jours sur la chaîne Carbao TV pour voir ce bonus. Parce que moi, j'avais encore des petites questions à vous poser. C'est presque des questions personnelles, mais on va vous en faire profiter à tous. Donc, mesdames et messieurs, je vous demande de remercier nos intervenants. Et puis, on se retrouve dans quelques jours sur une autre émission. Merci encore d'être venu dans nos locaux. Merci beaucoup. À très bientôt sur la Carbao TV. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt.